Ok. Voici l'application ASP.NET. Voilà. Bon, si vous entrez au niveau de AppStat, vous avez quelques fichiers de configuration ici. Bon, il y a bundle config, il y a filtre config, identity config, routing config, startup, auth.cs. Ok, routing c'est lui qui gère tout ce qui est configuration des routes. Par défaut, un MVC, c'est toujours nom du contrôleur / nom d'une méthode. Parfois, on peut avoir nom du contrôleur / nom d'une méthode / encore une variable. Voilà, cela est défini ici en vous montrant en fait un peu les routes, dans la configuration des routes au niveau de ASP.NET. Voilà. Par défaut, c'est ça, nom du contrôleur / nom de l'action. Dans certains cas, il y a des actions ou bien des méthodes qui ont des paramètres, d'autres n'ont pas de paramètres. Voilà. Là, c'est ma définition des routes. Voilà. C'est là où se trouve en fait tout ce qui est fichier de configuration. C'est comme si vous entrez au niveau de Symfony dans app config. Voilà. Pratiquement tous les frameworks en fait ont ces dossiers de configuration. Identity, c'est ça qui nous intéresse en fait. C'est lui qui gère tout ce qui est identité. Bon, vous allez voir que maintenant, bon, tout ce qui est pratiquement MVC, gestion des utilisateurs, gestion des mots de passe, l'enregistrement, gestion des droits, gestion des sessions, etc. C'est automatiquement intégré. Ici, tout simplement, des annotations, automatiquement, il va le gérer. C'est comme en fait Spring Security. Il y a des annotations que vous allez utiliser, automatiquement, lui, il va vous livrer la bonne page. Voilà. Donc ici, bon, il y a pas mal de méthodes qui sont définies ici, avec surtout Application User Manager, qui gère tout ce qui est utilisateur, de la gestion des utilisateurs en fait, de l'application. Voilà. Il y a la sécurité, etc. Ok. Puis ici, à part ce dossier app, il y a également le dossier modèle, où il y a presque par défaut les modèles qui gèrent l'utilisateur. Le premier c'est Account View Model. Ici, il y a quelques classes qu'ils ont définies pour nous aider en fait dans la gestion des utilisateurs. Il y a Login List View, donc il retourne en fait ici peut-être l'URL. Il y a ce qui m'intéresse surtout, voilà. Il y a ici un peu Login View Model. Là, c'est lorsqu'on en fait on veut se connecter, on doit saisir un login, un mot de passe. Il y a peut-être ici un remember pour cocher en fait se souvenir de moi en fait quand je reviens pour la prochaine fois. Il y a ces registres, ça c'est lorsqu'on veut s'inscrire, on donne un login et un mot de passe. Vous allez voir ici maintenant on va le modifier un peu parce que plus souvent, si une personne s'inscrit, il donne en général un login, un mot de passe ainsi que c'est son nom, son prénom, qu'on appelle le username. Voilà. À part ça également, il y a reset password. Il y a également forgot password. Lorsque tu oublies ton mot de passe, automatiquement on va t'envoyer peut-être un mail ici avec ici ce paramètre email. Voilà. Donc tout ce qui est identité pour l'utilisateur, tu n'as pas besoin de créer en fait une classe ou bien une table user avec des profils, c'est automatiquement intégré dans le framework, dans le modèle MVC. Puis à part identité, account, ça c'est pour les comptes utilisateurs. Il y a également l'identité. C'est là où se trouve en fait le DB contexte. Par défaut, il y a ce qu'on appelle en fait des références. Vous pouvez également modifier ce nom. Par défaut, dès que vous entrez au niveau de app config, vous allez voir là-bas un default connexion. Ce default connexion en fait est utilisé pour créer des utilisateurs, gérer des rôles, etc. Dès que vous lancez l'application, vous essayez d'accéder à account, au contrôle account pour créer en fait un code. Automatiquement, le default là est actionné, c'est comme code first. Et la base de données sera créée avec tous les paramètres de l'utilisateur, surtout avec l'identité que je viens de voir ici. Puis il y a ce qu'on appelle le manager. Même principe, ça nous aide un peu au niveau de la gestion en fait des utilisateurs, en disant quoi chaque utilisateur est dans un rôle ou bien pour avoir plusieurs rôles, dans un rôle pour avoir plusieurs utilisateurs. Donc ici il y a une carte d'association, etc. Avec quelques paramètres, nombre, vérification de la configuration, vérification également ici du phone number, téléphone, ainsi de suite. Voilà. Donc bon, il y a pas mal de méthodes qu'ils ont déjà définies pour toi. Il suffit tout simplement d'exécuter identity. Là, la base sera créée et dès que la base est créée, automatiquement les tables également seront créées et tu pourras automatiquement te connecter, t'inscrire. Maintenant, tu peux maintenant un peu jouer sur l'interface graphique en changeant un peu le modèle. Voilà, c'est default controller qui est là, exactement comme code first, application DB context, et ainsi de suite avec la base. Ici, si on va au niveau de app config, là, c'est un fichier de base de données intégré. Vous pouvez également le modifier en mettant réellement une base de données SQL Server. Par exemple, ici, si je vais au niveau de la chaîne, c'est là, add default controller. Par défaut, ils vont mettre en fait ici en local DB, ça ils vont créer en fait automatiquement une fichier de base de données avec comme nom, c'est un attach file, avec comme nom ce nom qui est là.
TP, droit d'accès, automatiquement ils vont donner exactement le nom. Le plus souvent, ce type d'authentification, on l'appelle tout simplement ASP Not DB. C'est un exemple. On peut également utiliser les paramètres de Windows. C'est-à-dire, au moment de s'authentifier, tu dis à ASP ou bien à 2IS, il faut créer des groupes à l'intérieur du système d'exploitation, puis tu crées des utilisateurs. Et les utilisateurs les mettent dans des groupes. Il faut qu'on ait les groupes d'utilisateurs réellement dans mon système comme étant des rôles. Et donne des droits d'accès. Il va dire ceci, le groupe a le droit, par exemple, de consulter la liste des produits. L'autre groupe a le rôle. Dès que je me connecte en tant qu'utilisateur, je fais partie de ce groupe. Okay? Donc, c'est possible de gérer les authentifications à partir de serveur ou bien à partir de Windows. Voilà. Il y a pas mal en fait de méthodes qu'on peut utiliser pour la configuration. Pourquoi? Comme c'est en fait Microsoft, ils ont déjà en fait une expérience sur la gestion avec tout ce qui est droit d'accès. Donc déjà, Windows arrive à gérer les comptes d'utilisateurs au niveau de ton système d'exploitation et il arrive également à gérer en fait des groupes donnés de droits d'accès. En principe, 2IS doit profiter en fait de ce savoir-faire de Windows. C'est pour ça qu'ils ont intégré également la gestion de ces droits. Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous montrer en fait. Pour utiliser cette méthode, attendez, je vais essayer de recréer un projet. Je vous montre juste là où on change ce paramètre. Au moment de créer le projet, pas de possibilité du tout, automatiquement il va utiliser ces paramètres. Voilà, je suppose que c'est ASP.net. Je clique sur OK. Après, je vais. Voilà, ça y est là, modifier l'authentification. Dès que vous cliquez ici, il va vous montrer les éléments. Il dit ceci, compte utilisateur individuel. Pour les applications qui stockent des profils d'utilisateurs dans une base de données SQL Server. Aucune authentification, non. Pour les applications, il n'existe pas d'authentification. Dans le cas où une application, juste un site web en fait, où il n'y a pas d'authentification, rien du tout. Compte professionnel scolaire. Pour les applications qui authentifient des utilisateurs au point d'Active Directory. Oui, j'ai oublié également de l'Active Directory. C'est utilisé sur Windows Server en fait exactement comme manuel LDAP. Il permet de sauvegarder quelques informations dans un manuel. Donc on vise l'Active Directory, Windows ou bien authentification avec SQL Server. Et l'autre maintenant c'est authentification Windows. Dans ce cas, vous utilisez à 100% les comptes des utilisateurs qui sont au niveau du système. Mais par défaut, automatiquement c'est ça. C'est compte utilisateur individuel, c'est-à-dire on va utiliser une base de données SQL Server. Voilà. Par défaut, c'est automatiquement ça. Voilà. Donc, dès la création, pratiquement, ils intègrent la sécurité. C'est automatiquement intégré. Tout ce que vous avez à faire après création du projet, c'est maintenant d'activer tout simplement ces paramètres. Est-ce qu'on doit s'authentifier avant d'utiliser telle page, etc. Voilà. Là, je vais annuler. Mais de toute façon, dès que si vous voulez modifier les paramètres, je vais utiliser les comptes des utilisateurs qui sont inscrits comme utilisateurs dans mon système d'exploitation. Dans ce cas, modifier ici. Je vais utiliser manuel avec Active Directory, c'est au niveau du Windows Server en fait, automatiquement également chose Active Directory. Sinon, si vous dites rien du tout, il va utiliser une base de données SQL Server. Et par défaut, le plus souvent, c'est ce qu'on fait. Maintenant, parfois, certaines applications de grande envergure, non, il sera créé dès que vous essayez d'accéder à registre ou bien authentification. Automatiquement, la base sera créée. Oui, c'est ce que je vais expliquer. Pour les bases de données de grande envergure en général, vous pouvez avoir plusieurs applications grande envergure, on peut avoir plusieurs bases. Même application, plusieurs bases. Je vous donne un exemple. J'ai travaillé sur un intranet pour Foréo, qui gérait 5 intranets. France, Outre-mer, Métropole, Tunisie, Maroc, Algérie, ainsi que Maurice. On avait 5 bases. Les bases sont pareilles, mais les données sont tellement importantes qu'on ne peut plus les stocker dans la même base. Donc on va copier 5 bases. Dès que tu es connecté entre utilisateur Île Maurice, on va utiliser la base de Île Maurice. Tu vois, c'est une application, mais avec 5 bases qu'on a copiées et ils ont la même interface. Et dès que tu changes un paramètre, par exemple, on te dit ceci, Forever qualifie les utilisateurs en mettant nom, prénom. On t'appelle maintenant, dit que non, attends, ça change. Maintenant, il faut mettre nom, prénom, adresse, téléphone. Il faut parce que toutes les tables de 5 interfaces tu modifies. Et dès qu'on se connecte maintenant, au niveau de 5 interfaces, automatiquement tu changes d'interface. L'interface est pareille. Il se connecte avec notre application, mais en fonction de tes droits, on va te diriger vers ta base. Donc quand tu cherches dans cette base. Donc une même application utilise une base. Est-ce que tu vois? Donc ici, par défaut, on va créer une base comme si, toi aussi, tu pourrais ajouter ces utilisateurs dans la base qui est déjà créée. Sans problème, on peut faire problème. Voilà. Mais le fait d'avoir plusieurs bases, il n'y a pas de problème. De plus en plus, surtout, bon, parce que nous, on travaille avec SQL Server et tout, on avait créé en fait plusieurs bases de données. Parce que dans les bases, il y a M tables. Donc si on essaie vraiment de mettre les utilisateurs de la France
des utilisateurs de Tunisie, de Maroc, etc. Parce que c'est des grands des distributeurs. Il y a des villes, automatiquement l'accès à la base devient un peu faible. Voilà, très bien, configuration pour les users seulement. Voilà, maintenant dès que tu es connecté, maintenant tu vas faire des traitements, nous on saura ce qu'on va faire. Parce que c'est à nous de faire. Comme également on peut rédiger vers la base qu'on va créer. Voilà. Oui. Ok, bon, c'est pas grave, donc on utilise la base de données locale. C'est grave, on utilise la base de données locale. J'envoie ça dedans parce que c'est un peu difficile. Voilà, donc ça c'était juste pour vous montrer en fait, si vous voulez changer les identifications. Et c'est hyper simple, hein, pratiquement bon. Je crois que les vidéos que je vous ai données, ils ont un peu parlé de sécurité, sinon après je vais vous donner quelques vidéos. Bon, on parle un peu de sécurité. J'ai fermé l'autre. Vraiment, j'ai fermé l'autre application. Je vais l'ouvrir rapidement, l'application qu'on avait créée. Projet ASP. Ici, c'est TP droit d'accès. Ok, ça marche. Voilà, voici le nom qu'on nous a donné par défaut. Default controller est là. Et le nom c'est ça, TP droit d'accès avec bon, ce chiffre-là, on peut l'enlever. C'est-à-dire on laisse seulement TP droit d'accès.mdr. Ça fait une base de données locale en fait, parce que c'est un local DB. Voilà. Et ça, je vous avais expliqué un peu la dernière fois. Si vous utilisez une base de données locale, vous si vous utilisez une base de données locale et vous avez installé Windows Server 2012, il y a des packages que vous devez ajouter en fait, au niveau de SQL Server, Windows Server en fait, mais SQL Server 2012, parce que en principe, Visual Studio 2015 ne travaille qu'avec SQL Server 2014. Mais quand même pour certaines configurations, tu peux ajouter directement des packages de Windows SQL Server 2014. Mais la base de données sera une base de données 2012. C'est mon cas en fait. Il y a quelques éléments à ajouter, sinon tu ne pourras pas voir en fait des bases de données locales, ou même pour les créer, ça sera un problème. Chaque fois que tu crées, on va te signaler des erreurs spécifiques. Voilà. Ok, donc ici, ça sera un local DB, attach file, qui s'appelle ASP net TP droit accès.mdf. Voilà. Si c'est également SQL Server Integral Security True. Voilà, si on avait changé également au niveau de l'initial catalogue, ça peut être également une base de données SQL Server normale, Integral Security True. Mais comme on a laissé ici local DB, ça sera une base de données locale. Oui. Hein? Bon, tu modifies dans le cas où peut-être tu changes ici, tu ne mets plus en fait local DB, tu changes autre chose. Parce qu'il va créer soit une base de données locale ou bien une base de données SQL Server. Tout dépend en fait de ce que tu vas créer ici. Moi, si je mets ici localhost, dans ce cas, il va créer. Et là également, là où j'ai mis local DB, je mets l'instance SQL Server ici. Voilà. Mais par défaut, vous pouvez seulement modifier le attach file, celui-là. Là où il y a le point MDF. Ça c'est en fait, le fichier de base de données locale. Laissez l'autre. Voilà. Là où vous le modifiez dans le cas où vous n'utilisez plus dans une base de données locale, vous changez ça, vous mettez votre machine, ou bien point, ou bien localhost, et là vous mettez l'instance. Sinon, si vous n'avez pas maintenant une instance nommée, vous mettez seulement point local au nom de la machine. Voilà. Dans ce cas, il va être maintenant une base de données SQL Server. Voilà. Mais c'est pas grave, on peut utiliser une base de données locale, comme ça, il pourra également créer une base. Voilà. Une base de données locale, mais de toute façon, dès que vous modifiez ces paramètres, vous n'avez plus besoin de attach file, vous pouvez le supprimer, vous laissez initial catalogue. Comme ça, il va créer une base de données SQL Server. Donc il y a deux choses. Soit c'est ça qui crée une base de données locale, ou bien c'est initial catalogue, ça, qui crée une base de données SQL Server. Ça c'est un fichier de base, ça c'est une base de données SQL Server. Mais aussi, ça dépend en même temps de ça, de local DB ainsi que de ça. MS local DB va créer une base de données locale avec une extension .mdf. Voilà. Donc c'est un choix en fait. Oui. Ah. Avec automatiquement, ce sera ici, dans Update. Mais ce sera caché. Après, on va voir comment on l'active. Autrement, il va le créer ici dans Update.
C'est pour ça que voilà, très bien. En fait, sous SQL Server, sous Visual Studio, avec les projets ASP, dès que vous entrez dans le projet, il y a quelque part où on stocke les données. Je montre, j'entends n'importe quel projet ASP, ici, par exemple, n'importe quel projet. Est-ce que c'est vous bien un exemple? Et là, voilà, j'entre dans un projet, projet. Voilà, voici update, il y a toujours ça. Maintenant, j'entre également dans un projet que je vais créer où je vais utiliser LocalDB, un fichier base de données local. Dans update, voici la base. Update. Voilà. Dès qu'on exécute, on aura également ça, nous. Mais ça va s'appeler TP, accès, droit, je crois. Voilà, ASP.NET, il existe accès droit.mdf. Vous avez exactement ça. C'est ce qu'on appelle un fichier base de données local en fait. Voilà. Comme vous pouvez changer maintenant le LocalDB au nom de l'instance nommée ou bien instance par défaut. Dans ce cas, vous aurez une base de données spéciale. Parfois, pour ne pas se fatiguer, si vous développez de toutes petites applications là, sous C#, etc., vous pouvez créer ce genre de base de données. Donc, vous n'aurez pas besoin de créer une base de données SQL Server sur une machine, se connecter, etc. C'est une base de données locale, automatiquement on pourra l'utiliser sans problème. Cependant, vous avez vu le problème des bases de données locales. C'est des fichiers. Et ces fichiers, alors, on peut les prendre. C'est pour ça qu'en fait, Access, pratiquement, on ne peut pas dire que Access est mort, mais pratiquement bon. C'est un puissant en fait, parce que c'est un fichier aussi local. C'est comme un fichier Word, un fichier PDF qu'on peut prendre. Voilà. Et la sécurité dépend seulement du système d'exploitation. Dès que le système est accessible, automatiquement on peut supprimer la base. Imaginez une base qu'on a supprimée. L'application n'a plus de sens en fait. Voilà. C'est pour ça que le plus souvent on l'utilise, mais vraiment pour des applications. Par exemple, si cette application est plus souvent un exemple où il y a peut-être desktop, où peut-être on va créer un exécutable, là peut-être c'est efficace. Et ça on peut utiliser peut-être. Et prévoir maintenant une manière de sauvegarder les informations, dupliquer la sauvegarde des informations. Voilà, de toute façon, la différence c'est LocalDB et le nom de l'instance ici. Ça, la seule différence est là. Cependant, pour moi, ça ne marchait pas. Attendez, je vous montre en fait l'erreur qui vous signale au cas où il y a ce genre de problème. Et ce qu'il faut faire. Non, mais bon, si vous installez SQL Server 2014, vous n'aurez pas de problème du tout. ASP là. Par exemple, moi, j'avais en fait, voilà, c'est la erreur DB. Voilà, c'est ça. La connexion au fichier de base de données locale MDF nécessite l'installation et l'exécution de LocalDB ou du SQL Server Express sur votre machine locale. Voilà. Si vous installez SQL Server 2012, il ne vient pas avec sa LocalDB, il faut l'installer. Voilà. Moi, à chaque fois que j'ai créé le projet, c'est ça qu'il me disait. Il dit qu'il ne peut pas créer en fait une base de données locale parce que je ne l'ai pas installé. Vous, au moins d'installer aussi, n'installez pas la version 2012, mais il faut installer la version 2014. Parce que Visual Studio 2015 travaille avec SQL Server 2014. Donc il faut installer le LocalDB 2014. Okay? Voilà. Maintenant, si ça ne marche pas maintenant, bon, entre temps, après je vais vous montrer la méthode, comment il faut faire. Mais là, il faut télécharger Internet, seulement l'API, le paquet, mais j'ai quand même tous les logiciels. De toute façon, voici ce qu'il te donne comme erreur. Il y a pas mal de qu'on va te signaler jusqu'à ce que vraiment tout ça marche. Voilà. Tu entres dans les forums, trucs, mais quand même, moi, comme j'ai eu le problème, j'ai eu à résoudre, donc ce n'est plus un problème. Ok, voilà, donc le nom du fichier, je l'ai modifié ici à ASP.NET, c'est ça qu'on appelle en fait connexion ASP.NET DB. Il y a également Windows, il y a Active Directory. ASP.NET DB va utiliser une base de données pour ASP, mais qui sera une base de données SQL Server. Puis, j'ai enlevé en fait la série. Ok. Puis, voilà, ça c'est côté modèle et côté base de données. On va voir maintenant côté contrôleur, qu'est-ce qu'ils ont créé pour nous aussi. Côté contrôleur, ils ont déjà créé ici Account Controller. Home, ça on l'a déjà vu, c'est la page tapée par défaut. Et Manager Controller. Ici, si on vient au niveau de Account Controller, là, il y a une annotation qui est Authorize. Si vous essayez d'accéder à ça, à n'importe quel fichier ici, au niveau de ces contrôleurs, on va demander de connecter. Vous aussi, si vous créez une application avec des contrôleurs, vous voulez que certaines classes ou bien certains contrôleurs nécessitent obligatoirement une connexion, ajoutez seulement ici l'annotation Authorize. Voilà. Qui est dans system.web.security. Et puis, voici maintenant quelques éléments qu'on va utiliser. Par exemple, Microsoft.ASP.NET, ce qu'on utilise, .identity, donne en fait des utilisateurs. Own Security, ainsi que Web. Il y a pas mal de choses ici. Il y a Web.security, etc. Web.MVC, mais ici, il y a ça.
Il y a également ceci qui vient donner les informations de l'utilisateur. Voilà. Donc dès que vous essayez de lancer ça, cette page là, vous écrivez account slash, on va te demander de te connecter. Si tu n'as pas de compte via, il faut créer maintenant un utilisateur. Voilà. Ça c'est la partie account, c'est-à-dire ici, pour créer pour se connecter, vous mettez account slash login, automatiquement on va te montrer la page de connexion. Dès que vous cliquez sur le bouton valider, vous entrez dans cette ici, parce que là c'est la partie poste, donc le formulaire va soumettre les informations ici à ce niveau. Puis voici maintenant un peu compliqué qu'on va modifier un peu pour que notre application puisse marcher. Par défaut, regardez très bien, ici, il a dit qu'il utilise le modèle, le user, ainsi que le password. Lui, côté formulaire, c'est ce qu'il va utiliser. Mais réellement, il n'utilise pas qu'il utilise le username. C'est-à-dire, au moment de vous inscrire, si vous créez avec une interface, avec un username à côté et un email à côté, le username est différent de l'email, ça ne marchera pas. Et il faut que votre username soit avec email. Maintenant, on va voir comment on fait pour modifier ça. C'est ce qu'il faut faire. Dès qu'on récupère l'email, on va récupérer le username correspondant, puis on l'éclate. On le change. On va le voir tout de suite en fait. Mais ici, pour se connecter, réellement, pour vous dire une chose, il faut que l'email par défaut soit identique à username. Sinon, ça ne marchera pas. D'ailleurs, même dès que vous vous connectez, automatiquement, vous allez voir qu'on va vous dire bonjour. Mais en mettant pas votre nom, mais l'email en fait. Pourquoi? Parce que dès la création, en fait, ici, au niveau de registry, il y a registry quelque part. Registry, tout doit s'enregistrer. Voilà, registry est là pour la partie get et pas la partie post. Regardez ce qu'il a fait. Il a dit ceci. On écrit le username de l'application user, on le modifie avec email. Donc il te demande le username et il te demande le password ainsi que l'email. Mais dès qu'il donne un password et email, il va prendre le même email, il va donner également un username. C'est comme si toi tu t'appelais en fait email. Donc quand tu te connectes, il va être une requête SQL, pas en fonction de email, mais à partir de username. De ce fait maintenant, si toi tu changes les paramètres de username au niveau de la base, tu dis que non, ce n'est plus en fait UDB avec de pas UDB, ce n'est plus UAHB, mais c'est UHB quelque chose, automatiquement il y aura une cohérence. Et dès qu'il y a différence entre le username et l'email, l'application ne marchera pas. Tu ne pourras pas te connecter. On va le modifier tout de suite en fait. Voilà, donc ça c'est registry, la partie en fait post. Voilà. Et l'autre registry, c'est la partie get qui permet en fait de lancer la view. Ok, ceci veut dire quoi? Anonymous. On autorise à n'importe quel utilisateur anonyme de pouvoir s'inscrire. Si vous enlevez ça, même principe, vous ne pouvez plus vous-même vous inscrire. Voilà, donc il y a un peu des annotations. Anonymous vous dit quoi? Utilisateur anonyme. Quelqu'un qui vient d'arriver, il faut s'inscrire. Et dès qu'il s'inscrit, maintenant il va utiliser les paramètres. Post, bon, ça on l'a vu. Post, par défaut c'est get, mais dès qu'on met post, c'est lorsqu'on clique sur le bouton la soumission. Ça maintenant c'est la sécurité intégrée au niveau de sécurité intégrée au niveau du framework en fait, avec en fait un jeton qui permet un peu de crypter les informations confidentielles. Voilà, ça est sécurité intégrée. Donc on peut dire vraiment que la sécurité, à part la compréhension de la structure, la sécurité est 100% intégrée. Voilà. Donc seulement eux, ils le disent. Mais je crois que si vous avez mis cette partie de la vidéo de la certification en ASP, ils vous disent qu'en fait, eux-mêmes ils le disent, ils disent réellement qu'il n'y a pas de sécurité à 100%. Donc il y a en fait quelques aspects qu'on doit ajouter, soit vous cryptez vous-même vos informations, c'est-à-dire les soumissions, ou bien au niveau de la BAC, on va crypter certaines données extra. Eux-mêmes, ils vont crypter les identifiants des utilisateurs ainsi que le mot de passe. C'est automatiquement crypté. Comme vous aussi, vous pouvez intervenir là pour crypter d'autres informations supplémentaires. Bon, c'est à vous de voir en fait comment vous allez gérer. Mais à chaque fois, vous voyez en fait, c'est anonyme, ça veut dire quoi? Les utilisateurs anonymes, ils peuvent se connecter pour en fait, ils peuvent en fait s'enregistrer. Là également au niveau de login, voilà, ils peuvent également se connecter. Et surtout, la partie sécurité est gérée par Authorize. Voilà, maintenant, avant de modifier quoi que ce soit, attendez la vue aussi, c'est important. Un peu la vue. Voilà, au niveau de vue, il y a account, c'est tout ce qui est compte utilisateur. Maintenant, tout ce qu'on a créé comme méthode là-bas, il y a déjà des vues correspondantes. À savoir, il y a la vue registry qui permet de s'enregistrer, mais malheureusement au niveau de l'enregistrement, il y a seulement deux champs. Il y a le username ainsi que le password. Et le username, pas le username même, c'est l'email. C'est là, bon. Ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est text box bar. Il y a email que je dois saisir. Et en bas, il y a le mot de passe. Et dès que tu saisis ça, quand tu soumets, il va prendre email qui va donner également un username. Mais à toi, tu peux ajouter ici ce qu'on va faire. On va ajouter ici la partie pour l'username. C'est-à-dire quand tu t'enregistres, tu donnes à la fois ton nom, ton prénom, l'email ainsi que le mot de passe. Et tu comptes le mot de passe.
Voilà. Et dès que tu te connectes, au lieu de dire bonjour l'email, on va vraiment dire bonjour en fait tes paramètres. Là c'est pour le formulaire de login, la connexion. Il n'y a rien à modifier. Pratiquement quand on se connecte, toujours on dit email et password. Et il y a également des méthodes qui sont déjà implémentées. On va essayer de les parcourir à chaque fois. À chaque fois, on peut définir ou bien accéder à la définition pour voir comment c'est défini. Comme vous aussi, vous pouvez complètement ne pas utiliser ça, créer votre classe. Gérer vous-même votre interface. Il y a la variable session qui est disponible sans problème. Mais quand même, je crois que si on met à votre disposition une certaine sécurité, je crois qu'on peut en profiter. Sinon, ce n'est pas obligatoire. En fait. Ce n'est pas obligatoire réellement de se concentrer sur ça et de l'utiliser. Mais quand même, bon, comme j'ai un peu d'expérience, bon, on pourra l'utiliser. Ok, bon. Première chose à faire, bon, je ne touche à rien du tout, j'exécute pour voir. Je vais faire une application. Voici l'interface. Par défaut, nous sommes dans Home. On n'a pas demandé aux utilisateurs de se connecter. Donc, les utilisateurs pour consulter toutes les pages. Voilà. Il faut voir les contacts, voir l'accueil, etc. L'application par défaut. Et voici maintenant le bouton s'inscrire et le bouton se connecter. Et donc, si vous essayez de vous connecter dans notre base de données, ça passe dans le bouton. Ok, je suis au niveau de account/login. Et n'oubliez pas, au niveau de account/login, on avait ajouté automatiquement authorize. Par défaut, on ne peut pas accéder à account. Quelle que soit la méthode que vous voulez accéder à account, on va vous demander ceci. Voilà, toujours caché. Donc, je suis ici. Voilà, je vais essayer de me connecter avec quelque chose, par exemple,
IAHB Le mot de passe également est hyper puissant. Le mot de passe, en fait, on vous impose ceci. Le mot de passe doit avoir au minimum un caractère en majuscule, au minimum un chiffre, au minimum des caractères spéciaux. Voilà, c'est défini en fait au niveau du modèle. Voilà, ça on peut également modifier les politiques de sécurité. Donc je vais essayer quelque chose. Je valide. Là, je suis sûr et certain ça ne marchera pas parce que je n'ai pas d'utilisateur qui s'appelle uahb.com comme email et comme mot de passe que je viens de saisir. Donc, il ne pourra pas se connecter. Il y a ici en fait un lien s'inscrire comme nouvel utilisateur qui va directement au niveau de account/registre. Maintenant c'est du podcast. Oui, très bien. Alors, au moins de se connecter. Au moins de se connecter. Oui, bizarrement. Et je demande ici l'email. Mais l'email qui est là en principe, lui, il doit tenir compte de username. Parce qu'au moins de s'inscrire, il avait dit quoi? L'email égale à username. C'est à nous maintenant de modifier un peu dans le code. Oui, voilà, il faut le modifier dans le code en fait. Voilà. Il dit tentative de connexion, en fait, non valide. C'est normal, il n'y a même pas de user pour ça. Ok, maintenant bon, avant de s'inscrire, on va essayer d'ajouter des droits ici. C'est-à-dire, on n'a plus le droit de voir la page tant qu'on n'est pas authentifié. Dans ce cas, il faut revenir maintenant au niveau de l'account ici. Donc on arrête parce que si on veut toucher au contrôleur, forcément vous devez arrêter en fait l'exécution de l'application. Alors on va au niveau du contrôleur account et on ajoute tout simplement le commande, l'annotation authorize. Et vous essayez à nouveau de lancer par défaut l'application. Je vais ici au niveau de contrôleur, home contrôleur. Même principe, si vous avez N pages, c'est-à-dire N contrôleurs, il y a des contrôleurs qu'on vous visiter, il y a des contrôleurs qui nécessitent en fait une identification. Dans ce cas, il faut ajouter ceci. Crochet. Oui, au niveau du contrôleur, tout à fait en haut. Ici, web.security. Tout à fait en haut en fait, juste avant contrôleur. Je vais le copier pour la liste. Ça marche. C'est dans le système. Voilà. Dès que vous essayez d'accéder maintenant par défaut à la page, il va vous demander automatiquement de vous identifier. Quelle que soit la méthode index, ou bien about, ou bien contact, etc. Automatiquement, on te demande de vous identifier. L'application n'est plus accessible sans authentification. Maintenant, s'il y a des pages maintenant que vous visitez par défaut, vous pouvez ne pas ajouter ça. On les visite. C'est public. Mais tout ce qui est en train d'ajouter, c'est non autorisé. Juste en haut. Lui, il gère automatiquement l'authentification. Oui. Non, au niveau de l'account, c'est déjà ajouté. Parce que lui, il gère déjà l'identification. Donc là, c'est lui qui gère ça. C'est lui-même le plus important. Maintenant, vous, à chaque fois que vous avez vos propres contrôleurs, si c'est une authentification, ajoutez ça. Et vous allez voir la gestion des sessions intégrées. Dès que tu es connecté, tu te connectes, ça plus possible quand tu n'es pas connecté. C'est comme si en fait ils ont géré les sessions. Donc côté sécurité, quand même, ils ont travaillé quand même. Cependant, il est dit, il n'y a pas de sécurité à 100%. Donc, en tout cas, pour tout ce qui est application professionnelle vite fait, en tout cas, à expérience un candidat. Déjà, SPSF approuvé côté passionné et C# approuvé côté langage. ASP qui se base sur ces deux, également approuvé. Il se base sur SPSF et sur C#. C'est déjà C# un langage moderne.
Et SQL Server est un EGPD pratiquement parmi les meilleurs EGPD. Donc, s'il intègre ces éléments, c'est parce que oui. Il y aura en fait, il y a une balise A, une option. Donc, option, il y a value et il y a ce qu'on veut voir. Ce qu'on veut voir, c'est ce qui sera au milieu. Tu mets là-bas peut-être arrobase, la variable, peut-être afficher point nom. Le côté value, il y a voilà, c'est tout. Ok, vous avez vu, automatiquement, on n'a plus le droit de voir l'application. Quelle que soit la page que tu essaies de visiter, on te demande en fait authentification. C'est plus accessible. De toute façon, les éléments sont visibles, mais il n'y a pas de sens. Je sais pas. Ok, on va essayer maintenant de nous inscrire ici, s'inscrire comme nouveau utilisateur. Surtout, n'oubliez pas, il faut le retenir. Le mot de passe a des règles. Vous pouvez modifier la politique. Hein. Le mot de passe, c'est comme les nouveaux mots de passe de Gmail. Hein. Voilà. Donc il y aura une lettre majuscule, un chiffre et un dièse ou bien en tout cas les caractères spéciaux. Donc moi je vais choisir passer un A majuscule et dièse. Voilà. Donc allons-y, on va moi je vais utiliser comme utilisateur IAHB, c'est-à-dire utilisateur. Le mot de passe, je vais choisir passer un A majuscule et dièse. Passer un A majuscule. Yes. Et je vais m'inscrire. Dès que l'inscription se passe là. Oui, dès que tu cliques, on va te montrer ça. Oui, on t'a dit que vraiment ça doit nécessiter ça. Tu peux même mélanger, hein, mais quelques trucs valides. Tu vas voir, on va dire que non, attention, il faut utiliser ça, ça et ça. Parce que c'est défini au niveau de la classe en fait, comme annotation, les requêtes. Et quand vous faites du code first au niveau des classes, vous pouvez ajouter la partie que vous voulez voir, les requêtes, est-ce que c'est email, des mots de passe, etc. Même email, en fait, ils ont seulement ajouté en haut email, au niveau de l'email, comme annotation. Et le chat email, il va se comporter comme ça. Un chat qui demande forcément email. Là, je suis connecté. Regardez maintenant ce qu'ils disent en haut. Bonjour, IAHB.sm. C'est pour ça, lui, c'est ça qu'il faut comme ça le username. Si vous voulez vous connecter, vous allez, regardez, on va le faire tout de suite. On va modifier le nom en mettant là peut-être université en pratique. On va plus se connecter. Voilà. Ça peut te fatiguer, hein, si tu peut-être si tu essaies, si tu lis les vidéos n'entrent pas dans ces détails. Tu vois, tu dis que non, ça n'est pas cohérent, le plus on doit ajouter en fait le nom. Tu vois, au niveau de la base, tu changes le nom là-bas. Il va te connecter, c'est fini. Quand tu te remets pas mais ça ne marche pas. Mais nous, on va le gérer côté code en fait. Voilà, regardez maintenant l'avantage. J'ai ici deux interfaces. Là maintenant, je suis connecté, donc je peux visiter ça. Ça marche avec à propos un exemple. Je suis au niveau de About, accueil également, et ainsi que contact. Je reviens ici, je suis dans contact. Je me déconnecte en tant qu'IAHB. La gamme s'était connectée en tant qu'IAHB. Je veux accéder encore à propos comme variable de session, c'est fini, je suis déconnecté. Donc, vraiment, côté sécurité, ils vont beaucoup fait. Donc, la partie variable de session qui vous fatigue dans certains langages, vraiment, tout truc, non. Voilà. Ouvrez seulement deux onglets, vous testez, vous cliquez sur le lien, vous allez voir ça va marcher. Mais dès que vous cliquez ici, vous déconnectez là-bas et vous revenez automatiquement, il va également vous déconnecter automatiquement. Voilà. Donc, la gestion des sessions est automatiquement intégrée. Et pour tout ce qui est rôle, en général, on gère côté application. Et comme code first en fait. Voilà, bon, ceci étant fait, on va voir maintenant notre base de données réellement. Qu'est-ce qu'elle a créé pour nous en fait?
C'est l'authentification. Je pense. À l'inscription.
que il faut installer cette configuration de l'unité de migration. Lorsque vous allez installer vous l'avez bien installé ou bien peut-être c'est ça. Je l'avais installé complètement. Vous devez complètement reçu la oui. Sinon, vous voyez que j'ai fait des camps de la configuration. Sinon, vous pouvez utiliser la base et puis nous voir en fait ce qui peut marcher. J'ai ça, si j'ai décidé de si ça serait de peut-être enlever même pas parce que c'est le marché avant d'aller dans cette question et là ça marche. Voilà, et si j'arrête en fait l'exécution du projet, et que je sélectionne mon projet, j'essaie d'afficher ici, suivez, les éléments cachés. Voilà, là voici mon plan. Et voici le projet de local. Dans AppDev, ASP.db droit d'accès.mbr. C'est le nom de la base. Alors je vais essayer de monter cette base ici, outils. Se connecter à la base. Bon, je vais changer cette fois-ci. J'utilise en fait un fichier de base données SQL Server. Ok. Puis je vais parcourir pour sélectionner ma base. Voilà, j'entre dans AppData et je sélectionne ma base données locale. Ok. Et la base de données locale est là. Si je regarde au niveau des tables maintenant, j'ai quelques tables de configuration des utilisateurs. Il y a ASP User, c'est là pour tout ce qui est User. Il y a ASP Role, c'est là où on va accéder des rôles. Il y a ASP User Role. C'est-à-dire ici, on suppose qu'un utilisateur peut avoir plusieurs rôles. Dans un rôle, on peut reporter de plusieurs utilisateurs. Donc ici, il y aura une carte d'association ici, ASP User Role. Où à chaque fois, on peut créer en fait une liste de rôles ici, et là, une liste d'utilisateurs. Puis on va affecter chaque utilisateur à un rôle en les inscrivant seulement au niveau de ASP User Role, exactement comme les classes d'association. Bon, on peut voir en fait le contenu de ASP UserNet. Ici. Ça sera tout simplement l'utilisateur qu'on vient d'inscrire, c'est-à-dire uahb.sn. Le mot de passe sera crypté ainsi que l'identifiant de l'utilisateur. Parce qu'il en a besoin pour se connecter. Le plus on utilise en fait user.identity.username, user.identity. Voilà. Voici la ligne qui est insérée dans la base. Il y a ici email, c'est uahb email confirm. Voilà. Et là vous avez vu que ça c'est crypté. L'ID est crypté pour l'utilisateur. Il y a également les mots de passe qui sont là. Même principe, le mot de passe également est crypté. Puis il y a username. Vous avez vu l'username qui est là. Voici ce que je vais essayer de faire. C'est-à-dire, je sais que username c'est ça et je vais le modifier maintenant à, par exemple, empathé, par exemple, bac. Pour dire qu'en fait le username, bon, normalement si je me connecte, on ne doit pas m'afficher des emails, mais ce sont des noms. Je change, je ne pourrai plus me connecter. Pourquoi? À chaque fois que je me connecte, il me demande un username, mais plutôt un login, mais réellement ce qu'il me demande c'est pas un login, c'est un username qu'il me demande. Or, il a dit ceci. Au niveau des champs email, on peut taper que des emails. Donc il y a une cohérence. Donc je dois non seulement respecter email, mais c'est un username que je dois mettre là-bas. Maintenant j'arrête ça et j'exécute pour voir. J'essaie de me connecter à nouveau. Le username existe, mais dès que je me suis de me connecter, ça ne va plus marcher. Il va dire que tentative de connexion ou bien les paramètres de connexion erreur.
Non, non. Dès que tu essaies, tu es inscrit. Voilà, pour voir la base, tu cliques seulement ici. Voilà, regarde sur le curseur ici. C'est écrit afficher tous les fichiers. Donc, voilà. Automatiquement, au niveau update, tu vas voir la base. Ça sera caché pour attendre. Maintenant, pour monter également la base à gauche, il faut cliquer sur outil, se connecter à la base. Et là, bon, je viens de modifier en fait le username. Je vais essayer de me connecter à nouveau, passer. Là, ça ne passera pas. Non, non, c'est que si je le mets, ça ne marchera pas. Il m'a dit que ça, c'est email d'abord. Voilà, donc il faut impérativement mettre un email et pour regarder, il dit tendance de connexion non valide. Quand c'est valide, c'est parce que en fait, lorsque tu fais requête SQL, il ne suffit du même utilise en fait le username. Cependant, c'est presque impossible de modifier cette partie parce qu'ils ont fait en fait un code prédéfini. Donc tout ce qu'on fait, c'est quoi? C'est jouer maintenant sur les paramètres. Dès que tu es connecté, on récupère ce que tu es connecté, on dépasse maintenant username. C'est-à-dire on code qu'on va ajouter nous. Voilà, ce qu'on dit. On modifie une application en l'état. C'est un type de fonctionnalité de modifier l'histoire. On ne doit pas aller dans l'application, là, modifier des choses. Maintenant, en fait, nous, notre code. C'est-à-dire, on comprend réellement comment ça fonctionne. Donc, tout ce qu'il nous faut, c'est tout faire pour que dès que tu saisis ça, on récupère le username correspondant. Et c'est ce username qu'on va utiliser maintenant pour la requête SQL. C'est-à-dire, si je te laisse insérer un email, mais dès que tu saisis un email, moi, je vais faire une requête SQL qui va aller au niveau de là-bas pour récupérer le username correspondant. Et quand je vais lui passer maintenant la partie connexion, je lui passe le username que je viens de récupérer avec ma propre requête SQL. Maintenant, bon, avant de faire ça, on va voir comment on modifie ceci d'abord. C'est-à-dire, par défaut, je ne dois pas aller au niveau de la base pour modifier là-bas le username. Ici, il y a comme champ user, courrier électronique, c'est-à-dire email, mot de passe, il n'y a pas de username. Donc, on va juste d'abord ici username. Puis, dès qu'on a ici username, on va aller au niveau de non seulement de registrer, on doit le modifier, l'identité également, on doit le modifier. Voilà, pour pouvoir utiliser à 100% ces éléments. Allons-y, on va modifier un peu le code ainsi que l'interface. J'arrête le décodage. On commence par le modèle. Allez-y au niveau du dossier modèle. Dans modèle, account view modèle. Account view modèle, il y a login, ok, login c'est bon. Hein? Oui, ils sont créés, oui. Ouais. Ok, registry, il y a ça. Au niveau de registry, ils ont dit ceci, ils manipulent tout simplement les emails ainsi que les passwords. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? Ici, il y a email et email, la confirmation de l'email tout simplement. Et pour gérer la confirmation, c'est seulement une fonction qui s'appelle annotation, qui s'appelle compare. Voilà. Donc ici, on va utiliser ajouter ici. Je copie, je colle encore. Username. Cependant, username n'est pas courrier électronique. Hein. Donc, je vais enlever annotation email. Et là, je vais demander ici. Voilà, nom de l'utilisateur. Dans account d'abord. Account modèle d'abord.
Je vais mettre votre nom. Et je vais utiliser username. Get set. Et vous enlevez email, adresse. Sinon, si vous le mettez maintenant, ça sera obligatoire. Il faut dire encore email. Donc, c'est requérir que display name est égal à votre nom. Et l'échange s'appelle username. Là où on doit modifier, c'est dans la classe logiciel view model. Oui, je suis dans modèle, account view model, oui. Oui, mais vous êtes à account view model, mais il y a des... Registré. Registre view model. Oui, registré. Ça peut s'enregistrer en fait. Maintenant, si vous voulez exécuter certaines requêtes SQL vous-même, prédéfinies, dans ce cas, utilisez cette classe. Application DB Context. Voilà. C'est lui que vous instanciez pour pouvoir utiliser en fait une nouvelle identité. Voilà, dès que cette modification est faite, allez-y maintenant au niveau de la view. Dossier view. Dossier view. Account registry. Le dossier view account registry. Ce modèle n'est rien d'autre que le modèle de account registry. Tout à l'heure, ce qu'on a modifié. C'est fait comme il y a username, on peut mettre ici username. Username. Oui, oui. Voilà, donc c'est la partie email que j'ai récupérée, que j'ai mis ici. Et là, mon label fort c'est username. Si vous voulez également, vous pouvez mettre une chaîne de caractères. Ceci veut dire quoi? Si je définis ceci par défaut, il va au niveau de la classe, puis il va regarder le commentaire, le name, c'est quoi? Si c'est votre nom, il va afficher ici votre nom. Puis ça, c'est le champ qu'on doit saisir. Name égal, il va également prendre comme name username. Puis le reste, bon, ça on l'a déjà vu, la partie intégration de tout ce qui est CSS, JavaScript, etc. Vous mettez new, arrobase, id égal, arrobase, classe égal, ainsi de suite. Oui. Non, et son mot de passe. Et son mot de passe, oui. Non, ça c'est registré. Ça c'est l'inscription. À l'inscription, lui, il te demande seulement le login et le mot de passe. Et quand c'est le mot de passe, il va prendre ce mot de passe, ce login exactement comme le username aussi. Nous, le plus ça, on peut modifier ça. On va réellement saisir notre propre username. Voilà, donc ici, ceci, bon, c'est la partie username, c'est-à-dire au moment de s'inscrire, on saisit normalement un login, un username ainsi qu'un password. Surtout, on l'a déjà modifié au niveau de l'account, c'est pour ça qu'il arrive à avoir username. Bon, là, si j'exécute maintenant, je vais voir ce qu'il va me faire, mais c'est pas fini en fait. Oui. Non, non, non. Tu n'en as pas besoin. Le username n'est pas email adresse. Qui enlève email adresse, tu n'en as pas besoin. Email adresse, c'est seulement pour les adresses électroniques en fait. Email seulement.
Ok. Et là, si je regarde très bien mon formulaire, maintenant, il y a courrier électronique, votre nom, mot de passe et confirmation. Et vous pouvez ajouter autant de champs que vous voulez. Vous pouvez ajouter également le phone number, tout ce que vous voulez. De toute façon, tous les éléments que vous voyez au niveau de votre table ici, table user, vous pouvez l'ajouter. En gérant tout simplement account modèle, account view modèle, ainsi que votre interface registre. Voilà. Ça veut dire ici, il y a le password, phone number. Voilà. Les éléments les plus importants, c'est ça, parce qu'il reste quand même, c'est la confirmation en fait. Voilà. Parce que phone number, il y a ici phone number et l'autre c'est la phone number confirme. Donc ça, on ne le fait pas pratiquement. Voilà. Cependant, jusqu'à présent, si j'essaie de m'inscrire, il va toujours considérer que je dois utiliser email. Donc je dois le modifier au niveau du contrôleur parce que quand je m'inscris, dès que je clique sur le bouton valider, je vais ici. Regardez. Le contrôleur de account. Contrôleur. Et là, account. Je vais au niveau de registry, mais dans la partie poste. Registry dans poste. Registry. Registry get là, et registry poste là. Voilà. Vous avez vu ce qu'il a fait? Il a dit ceci. Si la personne s'inscrit, s'il donne email, prend ses emails et le compte comme étant en fait username, ce qui n'est pas bon. Nous, on a créé notre username, donc on doit enlever ça. Regardez, il dit ceci. Username est égal à email, email est égal à email. Non, on enlève cette partie-là. Ça. On enlève, on met ici notre username qu'on a créé. C'est-à-dire, à part de notre modèle, maintenant, nous, comme on a username, on ne va plus utiliser email, mais on va utiliser username. Voilà. Et ceci est dans l'application, toujours dans le modèle application au niveau de l'identité. Si vous allez là, vous allez voir cette place. Côté ça, ça va marcher. Si j'insère maintenant, je vais au niveau de la base, je vais réellement voir qu'il va insérer les usernames normalement, mais l'authentification ne marchera pas. Voilà. C'est au niveau de registrer poste en fait. Registrer la poste. Là où il a mis username ou modèle email, vous changez un modèle, vous mettez là-bas modèle username. C'est au niveau de registrer poste. Il y a username égal email, et vous changez l'email, vous mettez là-bas username. Dès que vous mettez point, il va vous montrer en fait username. Donc la gymnastique est simple. D'abord, on modifie le modèle, on modifie la vue et on modifie le contrôleur. Le modèle modifié veut dire quoi? Au niveau de la classe qu'il utilisait comme une classe temporaire, c'était account registry, non c'est registry view modèle. On peut dire tout ce que vous voulez. Mais dès que vous ajoutez en fait des éléments, il faut également ajouter au niveau de l'interface, c'est-à-dire au niveau de la view, pour qu'on puisse les saisir. Puis vous venez ici et vous précisez les éléments que vous avez ajoutés. Si vous avez également ajouté phone number, vous mettez également phone number égal, ainsi de suite. Voilà. Mais là, bon, c'est pas grave, on va seulement supposer que le username suffit largement pour se connecter. Maintenant, bon, si je fais un registre, ici j'essaie d'enregistrer dans la base, ça va marcher, mais la connexion jusqu'à présent ne va pas marcher. Je vais essayer d'enregistrer un username, un utilisateur cette fois-ci, pour voir est-ce que réellement il va enregistrer, pas l'email à la place de username, mais le username normalement. J'exécute pour voir. Je vais m'enregistrer.
Cette fois-ci, je vais utiliser sec.sec.sn. Mot de passe. Mot de passe, je vais utiliser mot de passe. Il me dit ceci: le mot de passe de confirmation ne correspond pas. Le mot de passe de confirmation ne correspond pas. Donc, je vais saisir le mot de passe. Passer. Oui. La base de données qui a été créée par l'username n'est pas bonne. Il faudra la Si. il faudra la laisser. Non, c'est là. C'est là. Ok, ça marche. Et regardez très bien, je me suis connecté, il a dit bonjour. Réellement, il a donné mon nom et mon prénom. Le problème qui se pose, l'enregistrement s'est bien passé, le username, l'utilisateur existe. Je vais essayer d'éditer les informations de l'utilisateur, afficher les données. ASP user data. Voilà, j'actualise. Ok. Donc l'utilisateur c'est sec.sec.sn, c'est bien enregistré. Et là, c'est là. Maintenant, je me déconnecte. Ah, je reviens pour mettre la même chose, sec et le mot de passe. Il me dit que c'est pas possible. C'est parce qu'il y a un petit problème. Voilà. En fait, il affiche sec, mais il n'utilise pas sec, il utilise réellement sec.sec. Maintenant, ce que je dois faire, c'est quoi? Je dois récupérer sec. Au niveau de la requête SQL, il n'utilise pas ça, ce que je saisis réellement. Il utilise en fait le username. Donc, je dois récupérer, à partir de la base de données, le name de ce username. Parce qu'on sait que les emails sont uniques au niveau de la base. Vous ne pouvez pas avoir une base de données avec des gens qui ont le même email. Donc, je vais faire une requête SQL qui récupère un username à partir de email. C'est bon? Tu testes? C'est bien? C'est bien, tu peux. Ah d'accord, tu arrives à tester ça. Qu'est-ce qu'on voit? Il faut t'inscrire. Dès que tu es connecté, tu te déconnectes et tu te connectes à nouveau avec les bons paramètres pour voir ce que ça va donner.
C'est pas possible parce qu'il a contrôlé ses emails obligatoirement. C'est au moment de la connexion de juste. Non, toi tu mets toujours email. Après il faut maintenant. Toute façon ça sera email, quel que soit alpha. Mais quel que soit le résultat, c'est email. De la création en question, parce que j'ai modifié l'email en username. Je dois ajouter mon nom. Il faut être email parce qu'il y en a besoin. Là, au niveau du contrôleur ou bien? À quel niveau? Oui. T'as pour s'inscrire ou bien? Oui, tu donnes un nom, n'importe quel nom. Est-ce que ça doit être? Oui, c'est parce qu'il n'a pas enlevé en fait annotation email au niveau du modèle. Par contre, le modèle, il faut enlever annotation email. Il y avait email adresse. On dépasse. Non, modèle, c'est un modèle. Et au niveau de la définition de la classe, lorsque vous définissez dans la classe, dans modèle, il y avait annotation email, il faut l'enlever. Pour les noms, ce n'est pas des emails. Le username que tu as créé, il faut effacer la ligne email. Parce qu'il a fait copier-coller. Regarde ça est là, je suis ici au niveau de l'attente du modèle, registré là. Regarde, toi tu as fait copier-coller mais tu as laissé ça. Il faut enlever ça, sinon ça ne marchera pas. Et aussi au niveau de l'interface là, après avoir enlevé la notation, au niveau de la vue ici, require, même principe, il faut également modifier les deux champs. C'est username ici. Je vais te faire un nouveau maintenant. Et c'est pour t'enregistrer. Tu arrives à t'inscrire, tu es connecté. Hein? Mais la connexion, inscrit, voilà, mais la connexion ne passe pas. Voilà, tu dis si tu es connecté seulement. Et tu essaies de te connecter maintenant avec une inscription des données copiées avec ça. Non, ça sera défini. Il faut c'est défini ici.
Les informations de la base ou bien la base tout simplement. Il faut te connecter, tu mets outil. Oui, il va le créer automatiquement. Oui. C'est du code POS. Maintenant, comment il peut C'est là? C'est là, la base est là. Comment on fait pour le... Ah, où se trouve la base? C'est dans le projet, dans le dossier update. Ça y est là? Ah, c'est ça. Venez en face par vous. Ça y est là, c'est ce fichier que j'ai ouvert ici, ça. Update, il y a ça. Mais il faut d'abord activer ça. Il y a ici un menu qui s'appelle afficher tous les fichiers. Tu cliques là-bas, tu vas voir là-bas les fichiers. Et pour le voir de manière physique, tu vas seulement dans le projet, tu entres dans update. Tu vas voir là-bas la base. Ouais, tu fais là, il monte, ça est là. Tu fais clic droit ici, afficher les données. Les données sont là. Ce sont les développements que j'ai enregistrés ici. En fait, la connexion ne marchera pas. Voilà, très bien. C'est là où on s'était arrêté. Tu arrives à t'inscrire, mais tu ne te connectes pas. Pourquoi? Il faut comprendre maintenant un peu à point, c'est la question qu'il m'a demandé tout à l'heure. Il faut comprendre maintenant comment fonctionne réellement, soit registre ou bien login. Parce que ce sont les deux efforts qui nous intéressent le plus en fait. Ok, voici POST. HTTP POST. Pour, non, ça c'est Verifone, ça c'est pas ça qu'on cherche. Alors, HTTP POST, login est là. Bon, ceci c'est une méthode qui est intégrée pour la gestion des formulaires, qui comprend en fait la balise begin form. Est-ce que le formulaire est valide? Cela veut dire quoi? De l'autre côté, est-ce que les requêtes qu'on a écrites, on a tout respecté? Si ce n'est pas le cas, automatiquement, tu dois tout respecter au niveau du formulaire. Maintenant, dès que tu sors ici, là maintenant, il faut utiliser ces méthodes. Bon, si vous êtes accédé à ces méthodes maintenant, je fais un clic droit sur un exemple, Sync Manager, pour voir un peu la définition de ces éléments, comment ça fonctionne. Clic droit sur Sync Manager. Je dois arrêter aussi l'exécution parce que je suis au niveau du contrôle. J'arrête d'abord l'exécution de l'application. Alors, je fais clic droit sur Sync in Manager. Atteindre la définition. Il va montrer là où on a déclaré cette variable. Là. Il est là. Et c'est du type Application Sync in Manager. Je fais encore clic droit pour atteindre aussi la définition de ça, pour voir un peu ce que ça signifie. Et bon, là on me dit pas quelque chose vraiment de concret. Ici on fait tout simplement des héritages. Il dit ceci, cette classe hérite de Sync Manager Application User. Moi tout ce que je sais, c'est que Application User, c'est lui qui gère ma classe. C'est lui également qui comprend les utilisateurs. Mais il se limite à ça. Donc, si je sais maintenant de voir comment il définit ces éléments, je dois tout simplement voir comment il définit Sync Manager ainsi qu'Application User. De ce fait, au lieu d'être d'abord à peut-être vouloir modifier un code source, d'ailleurs, ça ici est au niveau de config, c'est-à-dire au niveau de Application Config, la configuration ici, là, si j'entre dans AppStats, voici le fichier, c'est-à-dire Identity Config, c'est ce fichier qui est là. Et si vous entrez également dedans, bon, il n'y a rien d'extraordinaire. À part qu'on a ces méthodes. Regardez la méthode c'est create. Il reçoit ça. Puis il dit quoi? Context.get, ça. Il repasse ici en user. Il récupère encore le contact de l'application. Authentification. Donc jusqu'à présent, je n'ai pas vu de manière concrète en fait la manipulation réelle. C'est parce que sur .NET, il y a pas mal de Microsoft comme ça. Il y a pas mal de choses qui sont créées avec des fichiers DLL qui sont complètement intégrés dans l'application. De ce fait, toi, tout ce que tu fais, c'est quoi? Essaie de bien comprendre entre l'architecture du projet. Et tu comprends comment fonctionne le projet. En fonction de ta compréhension, maintenant, tu changes quoi ce que tu veux faire. Voilà. Donc ici, si je reviens au niveau du contrôleur, il s'appelle account controller. C'est là. Je vais au niveau de login. La partie poste. Voilà. Login est là. Il reçoit en fait ici notre modèle, ainsi que l'URL. En fait, l'URL, c'est le plus grand, c'est ce qu'on prise ici. Et vous pouvez faire des algorithmes en fait ça. Et le modèle, c'est les informations que tu as au niveau de ton formulaire. Puis lui, il dit ceci. Il met email, mais réellement l'email qui est là, c'est pas email. En principe, regardez ce que je vais faire. Je vais copier l'email. Si on peut ça, cette fois-ci, ne codez pas.
j'ai mes emails. Je sais que sec@sec.sn est associé à ceci. C'est-à-dire je fixe en fait moi-même. Je laisse, il va saisir un email, moi j'écrase l'email qu'il va saisir et je remplace par ça. Parce qu'au niveau de ma base de données, où sont les informations de la base est là. Si je regarde ceci, sec@sec.sn, ceci est associé à ce nom. Donc, si je suis au niveau de account user, account controller ici, dès qu'il saisit quelque chose comme email, je l'écrase, je le remplace par du username. Vous allez voir que la connexion va marcher. Donc, mon problème c'est quoi? Comment je peux faire maintenant pour récupérer un username à partir de email? Et ça, je crois que c'est pas un problème. On a link, on a tout, on a DB contexte, on a code code, ça le fait. Maintenant, c'est seulement des lignes de code. Je vais essayer de me connecter avec ça, vous allez voir que ça va marcher. Je vais me connecter. Je lui laisse qu'il saisit un email, je l'écrase et je remplace par ça. C'est-à-dire le username qui est au niveau de la base de données, je vais me connecter. Ok. Je me connecte en tant que sec. @sec. Je vais mettre le bon mot de passe. J'essaie de me connecter. En principe, lors de la connexion, il n'utilise pas 100% ça. Mais quand même, il l'utilise, mais de manière indirecte. C'est-à-dire, avant de récupérer le nom correspondant sur la ligne, il va d'abord récupérer l'email. Il se base sur l'email en fait pour récupérer le nom correspondant. L'email, puis on récupère l'email sur la ligne, maintenant on récupère le nom correspondant de l'autre côté. Ici, quand on est connecté, puis on affiche des username. Quand on est connecté, même ici, on voit ça, passer 1 à yes. Je l'ai vu au niveau de ma base de données, je vais copier l'information de ma base. ASP. Malheureusement, il va me demander. C'est pas grave, ce que je vais faire, c'est quoi? On va écrire la parce que je ne donne pas beaucoup sinon ça va pas. Bon, ce que je vais faire, c'est ça. Allons-y, on écrit la SQL ensemble. Je vais récupérer la personne correspondante. Donc, je vais faire ceci par exemple, my underscore username égal from, par exemple, yes ah oui, je dois également instancier mon application DB Context. Il est dans le view modèle account view dans identity. C'est ça.
Ça, c'est pour accéder à la base en fait. Une db.user us.email égale modèle.email select, je vais récupérer le username Voilà. Ceci permet de faire quoi? Dès que on envoie les informations, l'email, je vais regarder au niveau de la base de données. Quel est l'email correspondant? Dès que je récupère l'email correspondant, je vais récupérer maintenant le username de cet email. Et c'est ce username que je vais passer ici. Là. Parce que là, il dit email réellement, mais ce n'est pas email qui va mettre à ce niveau. Donc, je vais dire ceci. Email username, là, je vais récupérer l'information que j'ai mis à l'intérieur de mon my username. Donc là, je vais récupérer l'information. Là, ça va. Dès que la personne donne un email, je vais aller au niveau de la base de regarder l'email correspondant. Dès que j'ai l'email, je récupère son username. Et c'est ce username maintenant que je vais donner à email pour qu'il puisse se faire. Voici la partie que j'ai ajoutée. Quand on soumet le formulaire page. Dans le login post 1. Dans login qui est dans account controller et dans le poste. Oui, login de poste, oui. Quand on envoie le formulaire, quand on soumet. Et juste avant le result là, la variable result, avant d'appeler asynchron. Oui. Est-ce que quelle variable?
Oui, c'est un minuscule, mais comme je suppose que c'est des champs au niveau de la base, toi j'ai utilisé ça en fait. C'est des champs publics au niveau de la base. Dans des champs publics, on met en minuscule. Oui, les champs en minuscule, mais les champs aussi au niveau de la base, les propriétés, comment on dit en minuscule, les propriétés en minuscule. Là, je suppose que c'est des propriétés quoi. Donc, je les mets en minuscule. Là, on met get set pour une minuscule. Mais si vous regardez très bien, regardez à chaque fois modèle email est minuscule parce que c'est public en fait. Ça maintenant c'est votre contexte, hein, c'est pour la première fois à la base. Donc c'est déjà défini. C'est eux qui utilisent default controller, default modèle pour la connexion à la base. Donc on peut utiliser également pour écrire vos propres SQL. Ok, bon, je vais tester. Je vais mettre ici sec @sec, le mot de passe. L'avantage c'est quoi? Si je me connecte, on me dit plus bonjour sec @sec, mais on me donne réellement mon nom et mon prénom. Et là ça marche très bien. Mais sans cette manipulation, ça ne marchera jamais. Il faut réellement jouer un peu sur les codes pour bien aller réellement au niveau du fichier pour configuration sans que ça le modifier là. Mais quand même, bon, le plus important a été géré par eux, surtout côté session. Ils ont tout géré. Et regarde très bien, il y a une configuration qu'on peut ajouter ici. Là, tu peux utiliser ton compte Gmail et tu te connectes, ou bien Yahoo, ou bien Twitter, tu te connectes. Dès que tu es connecté, tu es connecté également à la application. Non, pas ici. Après, je vais vous donner ça ici. Non, c'est pas ça.